La COP30, elle s'ouvre demain lundi à Belém au Brésil. Nous allons bien sûr couvrir ce rendez-vous important pour la planète tout au long de la semaine, tout au long de nos éditions. Nous sommes en direct de Belém avec Fanny Petitbon. Bonsoir, vous êtes responsable France pour l'ONG 350.org qui fait partie du réseau Action Climat et c'est votre 9e COP. Et avec nous Ferris Barkat, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de Banlieue Climat, enseignant à la Sorbonne. Vous allez aller à Belém aussi. C'est ça. Et c'est votre première COP ou pas? C'est ma première COP, effectivement. Ah, voilà, on va partager des points de vue. 9 COP pour donc Fanny et la votre première pour vous, Ferris. Et Linda Giguère. Bonsoir, Linda. Bonsoir. Le monde de Linda qui va nous emmener en Suisse. Oui, la Suisse où des olives poussent désormais près des pentes de ski. Et tout ça à cause du réchauffement climatique. Alors Fanny Petitbon, je disais, c'est votre 9e COP. Est-ce que vous y croyez encore à ces grands rendez-vous ? On y croit parce que c'est absolument nécessaire. Cette COP, c'est un retour aux sources 30 ans après la signature de la Convention de Rio, ici même au Brésil. Et c'est une COP de la vérité cette fois-ci. C'est est-ce que les États vont être enfin prêts à mettre en œuvre des engagements qui ont été pris à Paris il y a 10 ans, puisqu'on fête les 10 ans de l'accord de Paris, mais aussi il y a 2 ans à Dubaï, à enfin sortir des énergies fossiles. Et c'est aussi une COP où on veut vraiment voir un enjeu de justice, notamment on l'a vu là dans ces images, ce qui se passe aux Philippines, l'ouragan Melissa qui a balayé les Caraïbes, des pluies torrentielles au Vietnam. Il est absolument inadmissible que les populations qui sont les moins responsables du changement climatique en subissent les pires effets. Donc notamment en termes de soutien financier, on s'attend vraiment à ce que cette COP aide à débloquer. Et puis cette COP, c'est une COP de respiration. On retrouve cet espace après 3 années des COP dans des pétro-États. On va enfin pouvoir reprendre la rue. Voilà, on va y revenir effectivement, Fanny. Alors Ferris Barkat, vraiment une COP de la vérité, de la justice aussi, c'est ce que disait Fanny. C'est pour ça que vous avez envie d'y aller, c'est ce que vous allez défendre avec Banlieue Climat. C'est aussi faire entendre les voix de ceux et celles qu'on n'entend pas. Ouais, au-delà de faire entendre les voix, il y a une logique aussi de responsabiliser les responsables. Très souvent, quand on parle d'écologie, quand on parle de COP, c'est assez obscur, on ne comprend pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est eux qui décident pour que les pays du Sud, par exemple, au niveau des subventions, au niveau des prêts qu'on fait, donc c'est des prêts, quand on ne veut pas rembourser les pays du Sud, c'est catastrophique parce qu'on les endette. Quand on parle du marché carbone et des arbres qui sont utilisés pour avoir un droit à polluer ici, en Europe, en rachetant des terres dans le Sud, il n'y a rien qui va. En fait, toutes ces choses-là, généralement, elles sont un peu opaques, on ne les comprend pas parce que les gens ne savent pas ce que c'est une COP. Et donc nous, on a un premier enjeu de documentation, de mettre la lumière sur ce qu'on ignore, parce que généralement, l'ignorance, elle permet de calmer un peu les gens. Il y a une phrase de Sankara que j'aime beaucoup, qui dit « l'ignorance tue ». Et en réalité, dans ce genre de COP, avec des dossiers, des dossiers de 600 pages traduits en 5 langues obscures, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors donc vous voulez faire quoi? On vient expliquer, en fait. Expliquer en documentant ce qui se passe, et de 2, aussi les tenir pour responsables, parce que généralement, c'est nous, les citoyens, les individualités, on se tient responsables entre nous avec une consommation qui est plus ou moins éthique. D'accord, ça c'est individuel. Mais l'échelle des responsables, elle est là-bas. C'est eux qui se réunissent tous ensemble pour prendre des décisions un peu à côté de la plaque. Donc nous, on vient expliquer que les responsables, on va les juger, on va les tenir pour responsables de ce qu'ils sont en train de décider, et on va pas leur pardonner aucun faux pas, parce qu'en réalité, c'est aussi un endroit pour se réunir entre jeunesse populaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, généralement, se réunissent, mais pour le mal. On parle de 1770 lobbyistes pour les industries fossiles qui ont été à l'ancienne COP. Donc là, c'est aussi intéressant de se réunir entre gens qui essaient de faire des trucs bien. Voilà, Fanny, si vous voulez réagir effectivement à ce que vient de dire Ferris, c'est-à-dire des dirigeants à côté de la plaque, c'est ce que vous avez constaté, vous aussi, c'est ce que vous regrettez ? C'est sûr, ça va beaucoup trop lentement. Et puis, il y a des engagements qui sont pris ensuite qui ne sont pas respectés. Je parlais tout à l'heure de l'engagement à sortir de toutes les énergies fossiles. On a des pays, notamment les États-Unis, le Canada, l'Australie, qui continuent d'investir dans le pétrole, dans le gaz. Et puis, on a quand même des moments, comme notamment le discours du président Lula, qui était très fort en disant, en fait, on doit sortir de cette dépendance, on doit enfin amorcer ce virage vers les énergies renouvelables. Mais maintenant, ce discours fort, il doit se traduire en actes, et on le voit, le Brésil n'est pas exemplaire en la matière. Il y a 2 semaines, il y a encore une nouvelle autorisation qui a été donnée pour explorer de nouvelles ressources pétrolières à l'embouchure du fleuve Amazon. Donc il y a vraiment un enjeu de
en fait, de mettre fin à l'hypocrisie. Et donc, notre rôle, enfin, ce que disait Ferry, c'est très vrai. En fait, nous, on est là pour être un peu les chiens de garde, pour leur dire, en fait, on a les intérêts à cœur des humains. Alors, et il faut pas que vous, dans vos couloirs, là, vous soyez complètement déconnectés de ça. Donc voilà, les chiens de garde. Alors, c'est vrai que les peuples autochtones, eux aussi, sont bien déterminés à se faire entendre. Alors, il y en a beaucoup au Brésil et il va y avoir ce sommet des peuples. Voyez ce sujet de Philippine de Clermont-Tonnerre. Sur les cimes des Andes, balayées par la brume, ils célèbrent dans un rituel leur prochain départ pour la COP. Nous sommes à 4500 mètres d'altitude, là où naissent les rivières. Il est important pour nous d'être ici pour accomplir une cérémonie de commencement et lancer notre voyage qui débute aujourd'hui au cœur du monde, au cœur de l'Amazonie, dans des montagnes couvertes de glaciers menacés par le changement climatique. Remonter le fleuve Napo, puis l'Amazone sur 3000 km, de Puerto Francisco en Équateur jusqu'à Belém au Brésil. C'est le périple entrepris il y a un mois par ces représentants d'une soixantaine d'organisations indigènes pour faire entendre leur voix. Le nom de leur embarcation, Yaku Mama, mer de l'eau en français. Le trajet est ponctué d'étapes stratégiques, comme à Coca, une région souillée par l'extraction fossile. Le pétrole, depuis plus de 40 ans, n'a pas apporté le développement. Ce fut un échec total. Et il a engendré la mort, la destruction de notre territoire et la pauvreté. Pétrole, mais aussi réchauffement et déforestation. En Amazonie, les plus de 500 communautés autochtones assistent depuis des décennies à la destruction de leur environnement. La préservation de ces territoires dont ils sont les gardiens est pourtant vitale à la survie de la planète. Jusqu'à quand les peuples autochtones devront-ils résister à un système qui ne cherche qu'à les exploiter? Attendrons-nous que le dernier arbre disparaisse et que la dernière goutte d'eau soit consommée pour réaliser que les peuples autochtones avaient raison? Comme l'équipage du Yaku Mara, de nombreux autres militants autochtones sont arrivés en bateau ces derniers jours à Belém. À l'instar des membres du Rainbow Warrior, affrétés par Greenpeace. Des milliers de représentants des peuples indigènes sont présents dans la ville brésilienne. S'ils ont gagné en visibilité ces dernières années, ils attendent pour cette énième COP autre chose que des promesses. Là, vous êtes d'accord avec eux? Autre chose que des promesses, Ferris? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en réalité, au Brésil, à ce moment-là, il y aura deux types d'êtres humains. Il y aura les êtres humains qui considèrent que la Terre leur appartient et ceux qui considèrent qu'on appartient à la Terre. Et c'est deux visions totalement différentes. Et nous, on vient apprendre aussi beaucoup de ça parce qu'en réalité, on est dans une situation où les intérêts économiques, si les lobbyistes ils vont en parler depuis ce point-là, il faut que nous, en contrepartie, pour rééquilibrer un peu le truc, on puisse parler d'un autre point de vue. Et notre point de vue à nous, c'est depuis la mort en fait qu'on parle. Et quand on parle depuis la mort, on peut que aller vers la vie. On parle de 25 morts en 2023 pour les activistes et les leaders indigènes au Brésil. On parle de gens qui meurent de la pollution tous les ans. On parle de gens qui sont en train de souffrir des conséquences écologiques. Donc il faut qu'on soit en mesure de rapporter cette parole-là, qui fait que du coup, forcément, on va être beaucoup plus radicaux. Et derrière, on va pouvoir mettre en place des actions de nos pays respectifs quand on revient. Alors Fanny, est-ce qu'il faut justement être plus radical? Donald Trump ne viendra pas, il a dénié encore une fois, il a dit que c'était une immense arnaque, le changement climatique, ça va être compliqué quand même de faire sans les Américains. Il y a 195 pays qui faisaient partie de l'accord de Paris. C'est pas parce qu'il y en a un qui part que tout s'écroule. Il faut vraiment que ce soit pas utilisé comme une excuse, notamment par l'Union européenne ou pour la Chine, pour ne pas monter au créneau. On a besoin que ça continue d'avancer. Et puis surtout, il y a d'autres acteurs qui se mobilisent, que ce soit des États américains, des entreprises américaines. Et ces voix des populations autochtones, elles sont cruciales, que ce soit pour cette COP ou pour toutes celles qui suivent. On peut plus continuer à faire des COP pour les peuples autochtones, mais avec ces peuples autochtones. Et nous sommes avec Linda. Alors Linda, c'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique. Vous nous avez trouvé un exemple frappant. C'est en Suisse, donc pas si loin d'ici. Pays viticole, traditionnellement, mais obligé de se lancer dans la diversification de ses cultures. Et oui, pas le choix. Face au réchauffement climatique, la Suisse, qui est l'un des pays les plus riches en eau d'Europe, on la surnomme d'ailleurs le château d'eau de l'Europe, la Suisse, depuis quelques années, s'assèche, Estelle. Ces glaciers fondent, puis disparaissent, ce qui fait que la culture de vigne est de plus en plus difficile à réaliser. Les viticulteurs ont donc commencé à arracher leurs ceps et à planter des
oliviers à la place pour fabriquer de l'huile d'olive, un fruit qui est moins gourmand en eau que le raisin et du coup, il flotte un petit air de Provence sur la Suisse romande. J'ai 2 essences, j'en aurai 6 en tout. Ils sont adaptés en fait à la sécheresse, surtout à la sécheresse et puis au gel. Jusqu'à -20, il n'y a pas de problème. Sur le grand vignoble que j'ai à Fuyer, les 2 dernières années, pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y avait plus d'eau dans les conduites. Si je voulais arroser, c'était pas possible. C'est maintenant qu'il faut réagir en arrêtant un peu la monoculture puis en ayant une autre culture à côté. C'est la force en fait de l'olivier de pouvoir pousser même par temps très sec. Et ce genre d'initiative devrait se multiplier, Linda. Oui, la production d'olives en Suisse romande devrait bondir ces prochaines années. C'est en tout cas ce que prévoient les viticulteurs qui sont devenus des oléiculteurs. Du coup, ils prévoient planter 20 000 arbres d'oliviers d'ici la fin 2026. C'est dans un an. La production de la Suisse romande va alors dépasser celle du Tessin, plus au sud. La Suisse pourrait-elle un jour concurrencer l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, qui sont les grands pays producteurs d'olives? Eh bien non, pensent les chercheurs. L'olive suisse devrait rester ce qu'on appelle un produit de niche par opposition à un produit de masse. Entre les volumes qu'il faudra produire pour avoir une huile de qualité derrière, ça va quand même être pas simple au niveau concurrence avec les huiles d'olive étrangères. L'olive de bouche sera aussi un produit de niche, mais potentiellement l'olive de bouche a plus de chances de faire un peu sa place sur les étals de certains marchés ou ventes directes. Voilà, une production limitée, donc on l'a compris, mais une alternative salutaire, finalement, ça fonctionne. Absolument, d'autant que l'olivier résiste bien à la sécheresse, il vit longtemps et n'a pas vraiment besoin de traitement chimique. L'olivier semble parfaitement adapté au futur climat des Alpes. C'est une région qui se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Sachez celle aussi qu'en France, la région de Bordeaux s'y est mise, elle aussi, à l'olivier. Qui sait si on ne verra pas un jour des bananes ou des ananas pousser dans l'Hexagone. Vous avez des exemples, Féris, de ce genre d'actions similaires en France ou dans les banlieues? Oui, bien sûr. On a aussi beaucoup d'exemples de fermes urbaines qui se développent, de projets. Nous, on travaille beaucoup sur du plaidoyer, mais effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de donner un peu plus d'outils pour se réapproprier nos territoires, nos terres. Et ça, c'est un truc qu'on remarque beaucoup, c'est qu'on a été dépossédés de nos terres. Nos ancêtres dans un premier temps, nous ici aussi, on le voit avec la fertilité des terres et des sols qui est problématique. Donc toute cette réappropriation de la terre, elle vient dans cette vision philosophique qu'on doit avoir et spirituelle aussi, on appartient à cette terre-là et elle nous donne ce qu'on lui rend. Et voilà un peu. Il faut la traiter avec respect, effectivement. Exactement. Eh bien, écoutez, donc Féris, Fanny, on va vous souhaiter une très belle COP 30 à Belém. Merci d'avoir participé, d'avoir été avec nous dans 64 minutes.